Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Et c'est pour ça que je dis toujours, faire un travail sur soi, c'est un cadeau inestimable. Moi, j'ai 2 grandes filles, je leur dis, elles le savent. Il nous faudrait, dans l'absolu, les jeunes quand même sont beaucoup plus enclins à ça. N'attendez pas d'avoir un problème, si vous pouvez, allez faire cette démarche de travail personnel. C'est le cadeau d'une vie, finalement. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici une nouvelle rencontre que l'on vous propose aujourd'hui avec le sourire de Laetitia Pinelli Venchetti, et je le prononce correctement. Je l'espère, je me suis entraîné tellement de fois avant l'émission. Bonjour Laetitia. Bonjour Marc. C'est bien comme ça qu'on dit. Parfait. Bon, parfait. je suis ravi que vous soyez là. Merci. Moi aussi, merci d'être avec nous aujourd'hui, tout droit venu de votre île de beauté, voilà, qui porte bien son nom. Et merci de raconter votre histoire au travers de votre parcours, bien sûr, et de votre expertise. Est-ce que c'est un exercice facile que de se raconter comme ça? Pas tant que ça. C'est vrai? Ben non, pas tant que ça. On est plutôt habitué à être de l'autre côté, à écouter les autres. Mais ça fait aussi partie peut-être d'une thérapie, de parler de soi. Ouais. Et souvent, les gens nous disent, même à la préparation de l'émission, quand il faut remplir les fiches de production, raconter un petit peu les différentes étapes et répondre aux questions. Tout à fait. Déjà ça. Tout à fait. D'ailleurs, c'était assez long. Oui, c'est long. Tout à fait, mais ça fait un petit feedback, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien aussi. Alors, parlons évidemment de votre histoire. Vous être praticienne et maître praticienne en sophroanalyse. Oui. Et vous êtes sophrologue, évidemment. Et la sophrologie intégrative. Oui. Il va falloir expliquer les différences qu'il y a. Parce que quand on parle de sophrologie, tout le monde connaît la sophrologie. La sophrologie analyse, c'est encore autre chose. Et la sophrologie intégrative, c'est encore autre chose. Comment est-ce que vous vous définissez, vous, aujourd'hui? Alors, c'est difficile de le définir quand on a plusieurs petites cordes à son arc. Moi, j'ai l'impression souvent de dire que je suis plutôt un petit peu comme un couteau suisse, en fait. J'ai démarré par la sophroanalyse, parce que ce qui m'intéressait au départ, c'était vraiment le côté psychothérapie, les mécanismes de la psyché, la conscience, l'inconscient, c'est vraiment ce qui me plaisait. Et je me suis découvert beaucoup plus psychocorporel que j'aurais pu l'imaginer. Vraiment. Donc, passer par le corps, pour le coup. Tout à fait. Alors, bien entendu qu'on ne peut pas éviter et dissocier la conscience, l'inconscient, mais avec vraiment cette complète définition de l'être, en fait. Notre tête repose sur nos épaules, sur notre corps. On ne peut pas dissocier la psyché du corps. Notre corps réagit à des névroses, à des chocs qui viennent se figer dans le corps. Un engrammage, tout à parfois, fait. du transgénérationnel aussi. Bah évidemment, tout est... Ça vous parle et tout à fait. On va y revenir. Tout à fait. Alors, la sophroanalyse, et vous disiez, c'est le côté psy qui vous rassurait. Alors, au départ, c'est ce qui m'attirait, on va dire. Et puis, justement, en sophroanalyse, on aborde tous les champs. On n'aborde pas que le côté psychique, on aborde aussi les dimensions émotionnelles, les dimensions énergétiques, sensorielles. Et du coup, quand on est en apprentissage, quand on est étudiant, entre guillemets, on se découvre aussi soi-même. Et c'est grâce à cela, parce que faire un travail avant de devenir thérapeute, il faut d'abord faire un travail sur soi. Ça, c'est pas possible sinon de pratiquer. Et en se rendant compte de tout ce que ça pouvait m'apporter, de tout ce qui se libérait en moi, de tout ce que je découvrais, en fait. Parce que c'était vraiment de ça dont il s'agit. C'est une rencontre avec soi-même, en fait. On pense se connaître et non. Il y a plein d'aspects de notre personnalité qu'on ne connaît pas. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus... Alors, je fais attention au vocabulaire employé, parce que je veux pas que ce soit mal interprété, mais plus complet, si je peux me permettre. Plus complet qu'une séance de sophro classique, c'était ça? La sophrologie, ça va vous aider pour gérer une angoisse, gérer du stress, développer un potentiel, c'est fabuleux. Quand on travaille en sophroanalyse, on descend un peu plus bas. On travaille sur la ligne de vie, on travaille sur la psychothérapie. Voilà. Donc, évidemment, qu'on va travailler... la sophrologie, à un moment donné, moi, je dis toujours, ça va être très bien pour adoucir, pour compléter, pour... Maintenant, ça dépend de la demande de chacun. Quand on parle de sophrologie, on a souvent tendance à faire un raccourci en disant ça va calmer. Alors, ça va apaiser. Mais pas que. On fait des séances de sophro pour apaiser. Mais pas que, bien entendu, pas que. Au contraire, on peut développer vraiment un potentiel aussi avec la sophrologie. Remettre à jour la confiance en soi, de la force, l'estime de soi, de toute façon, tout est lié. Redévelopper l'élan de vie aussi.
Parce que moi, basiquement, je pars un peu de ces bases-là, en fait. Hein, quand la personne arrive en rendez-vous, quand elle est sur cette démarche de travail personnel, un petit peu, ça va être de définir où se situe son élan de vie. Est-ce qu'elle est plutôt haute, plutôt basse? Alors, il y a 2 cas de figure. Les très jeunes, on va dire, en tout cas les jeunes actifs d'aujourd'hui, et j'adore cette génération parce qu'ils ont tout compris, entre parenthèses, en tout cas ceux que j'accompagne, ils sont très, très demandeurs. Même les jeunes hommes, très impliqués. Pour eux, c'est très démocratisé. Je veux dire, ils s'autorisent à vouloir une vie personnelle autant réussie que leur vie professionnelle. Vraiment. Donc, et je trouve ça fabuleux. Ah oui, vraiment. Très démocratisé. On parle de quelle génération, là? C'est les trentenaires? Ouais, je dirais les 20-40. Ouais, 20-40. Ouais. La génération juste au-dessus. La mienne, la nôtre. Il y en a des demandes, hein. Mais un peu plus féminin. Alors, il y a des hommes, hein, mais un peu plus féminin. Et encore au-dessus, c'est encore un peu plus... Voilà. Regardez Julie, il y a quelques mois, elle n'arrivait même pas à démarrer son projet. Elle était bloquée par des pensées limitantes, paralysée par la peur, notamment la peur de l'échec. Elle a rejoint ma conférence immersive sur le mindset et aujourd'hui, elle dirige une entreprise florissante. Julie, comme vous, avait des idées, des rêves, mais elle n'avait pas encore cette clé, un mental fort et prêt à tout affronter. C'est exactement ce que vous allez obtenir dans cette conférence. Vous apprendrez à reprogrammer votre cerveau pour qu'il travaille avec vous et non contre vous. Nous allons explorer des techniques issues des neurosciences pour transformer vos croyances limitantes en actions puissantes. Vous repartirez avec un plan d'action personnalisé et des outils qui vous permettront de bâtir un mindset à toute épreuve. Alors si vous aussi, vous êtes prêt à passer à l'action, à faire tomber vos barrières, à prendre votre projet en main, réservez maintenant. Les places sont ultra limitées et les premiers inscrits seront les premiers servis. Donc ne perdez pas cette occasion. Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes, vous allez être les premiers chanceux. Et attention, je viens très rarement en province, donc c'est une chance que je vienne jusqu'à vous et qu'on puisse partager ça tous ensemble. Je vous aime, j'ai hâte de partager tout ça. Alors, parlons de cette sophro-analyse. Et quand vous dites, vous avez dit une phrase qui est très juste, c'est vous dites, avant de commencer à aider les autres, il faut déjà se connaître soi et faire le travail sur soi. Qu'est-ce que la sophro-analyse vous a apporté comme information sur vous que vous ne connaissez pas? Alors, elle m'a libérée de certaines barrières, je pense. Elle m'a ouverte aux autres aussi, quelque part. Parce que vous n'étiez pas? Je pense que j'étais quelqu'un d'assez pudique. Alors, pour tout vous dire, hein, parce qu'on est en intimité, puis on est que tous les deux, il n'y a que tous les deux qui allons savoir ce qu'on se dit, là. Je suis hypersensible, mais notre génération, on ne savait pas ce que c'était être hypersensible. On n'était pas forcément décelés, ou même si c'est pas du tout... c'est un trait de personnalité, l'hypersensibilité. Mais je l'ai compris en étant thérapeute. Et alors, une fois qu'on le sait, qu'est-ce que ça change? Alors, dans mon activité, j'ose avouer quelque part quand même que c'est une grande aide. C'est une énorme aide. C'est-à-dire que je sais comment vous vous sentez. Je sais si vous vous sentez mal. Et là, ça va. Non, ça va. Plus ou moins curieux, je dirais. Un peu curieux, mais dans la bonne dimension. Mais évidemment, en tant que thérapeute, si on a compris plus ou moins ce que peut ressentir l'autre sans pour autant le prendre, ça ne nous appartient pas, bien entendu, la direction pour l'accompagner est plus simple. On sait vers où aller. Donc, votre hypersensibilité, qu'est-ce que vous avez appris d'autre? Lâcher des peurs, sortir de sa zone de confort, se découvrir. Aujourd'hui, par exemple, j'en fais encore une. C'est une étape, mais très belle étape. Est-ce que la sophro-analyse est considérée comme une thérapie brève? Oui. Ok, donc on n'est pas obligé de s'embarquer comme dans une analyse qui peut durer des années. Alors, pas du tout. Par contre, évidemment, quand on met un pied dedans, moi j'ai 2 cas de figure. J'ai des personnes qui vont faire le travail de fond, avec des séances de façon régulière, pour vraiment travailler un noyau, une thématique particulière. Et puis, pour garder un équilibre personnel, vont faire une séance de temps en temps par mois ou tous les 2 mois. Donc, ça permet de lisser quand même sa dimension émotionnelle et psychique. Et puis d'autres qui viennent un temps, et puis quand ça va mieux, ont besoin d'arrêter, et puis ils savent qu'ils peuvent revenir quand ils en auront envie. Mais c'est vrai que c'est dit en thérapie psychocorporelle, c'est une thérapie brève justement, parce que comme elle prend tout en considération, ça c'est très important de le souligner, évidemment, toutes les émotions qui peuvent être refoulées, retenues de l'enfance, de l'adolescence, on va aller les chercher. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on oubliera ce qui les a créées, ces émotions, ou ces blocages ou autres. Mais on se sera allégé. Du coup, le quotidien sera beaucoup plus simple à vivre et puis on comprendra mieux ce dont on a besoin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sophro-analyse, est-ce qu'elle va chercher la cause? Un peu. Parce qu'on dit souvent ça. On dit que c'est bien gentil de connaître, d'identifier la problématique. Encore faut-il connaître la cause. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question, Marc. Mais pour répondre à la première question que vous m'avez posée tout à l'heure entre la sophro-analyse et la sophrologie, c'est vraiment une bonne approche qu'on pourrait mettre en place, en fait. C'est-à-dire que
souvent, je prends des métaphores. Moi, je suis très justement objet, imagé, parce que ça doit être ludique. Et puis, justement, les personnes que j'accompagne, je veux pas que ce soit quelque chose de trop scientifique avec des mots qui soient compliqués pour qu'elles l'intègrent. Je leur dis souvent, depuis que vous êtes petit, vous avez été fatigué, vous avez été malade, vous avez eu des grippes, des gastro, peut-être que vous avez fait des blessures. Vous vous en rappelez les avoir eues. Mais aujourd'hui, ça ne vit plus en vous. Faire un travail de fond en soi, c'est exactement de cela. Ça parle de là. C'est-à-dire que je connais mon histoire, mais je vais faire en sorte que ce qui peut être attaché ou rattaché à mon histoire de façon douloureuse, consciente ou inconsciente, d'ailleurs très souvent c'est inconscient, ne m'atteigne plus dans mon présent. Mais une histoire contemporaine. L'histoire de transgénérationnelle. On peut descendre aussi en transgénérationnel. Mais là, c'est à mon sens, hein, et en tout cas en ce qui me concerne, le transgénérationnel, ça vient après d'abord le travail de fond sur l'histoire de vie contemporaine. C'est d'ailleurs étonnant, parce qu'on pourrait imaginer que on commence par faire un travail de transgénérationnel pour ensuite arriver à ce qui nous concerne aujourd'hui et ce que l'on vit aujourd'hui. Alors après, je pense que chaque thérapeute a sa couleur. Absolument. Et je pense qu'un travail de fond avant l'alliance thérapeutique, parce qu'évidemment que sans alliance thérapeutique, on ne fait rien. En accompagnement thérapeutique, ça n'est pas possible. Si l'individu n'est pas en sécurité, ça, c'est pas possible. Mais je pense que chaque thérapeute a sa couleur. Et je pense qu'il faut surtout pas essayer de ressembler aux autres. Donc, il y a sûrement d'autres thérapeutes qui fonctionnent comme ça, et c'est très bien pour eux. Bon, en tout cas, ma manière de fonctionner, elle est comme celle-là. Voilà. Donc, vous travaillez sur l'instant. Oui, sur l'instant, mais du coup, pour être bien dans l'instant, il faut aller chercher parfois, pour certains aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont comme ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tel âge, on va dire 40 ans, vous avez... J'aimerais bien. Mais oui. J'aimerais bien avoir 40 piges avec la maturité d'aujourd'hui. Évidemment. Mais en vrai, j'ai toujours, vous avez 40 ans, par exemple, mais j'en ai 39 autres. Entre autres. Et c'est difficile. Parce qu'en fait, parfois, c'est les 4 ans qui réagissent, des fois, c'est les 12 ans, des fois, c'est les 20 ans. Sans qu'on s'en rende compte, l'inconscient va reconnaître une odeur, une attitude même, une énergie. Et on va pas comprendre nos réactions, mais elles viennent d'une blessure, en fait. Et qu'on peut tout savoir. Certains n'ont plus que d'autres, évidemment. Est-ce qu'à chaque fois, dans la sophroanalyse, on travaille l'être que nous sommes, ou est-ce qu'on peut peut-être s'intéresser à ce que nos parents ont vécu et éventuellement Alors, je pense que par ricochet, ça va se mettre en place. Parce que moi, j'ai souvent tendance à dire, sans faire, quand on fait un travail sur soi, vraiment approfondi et régulier, on est d'accord, hein, sans devenir psy, on le devient un peu. C'est-à-dire en comprenant certains de nos mécanismes ou certaines de nos réactions, sans même se poser la question, on va comprendre aussi pourquoi l'autre a réagi de telle façon à tel moment. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, des choses qui avant m'auraient piqué, m'auraient blessé, auraient fait ressurgir une émotion peut-être de rejet ou autre, naturellement, je vais prendre un peu de distance, je vais dire non, mais là, ça ne m'appartient pas. Et que répondez-vous alors aux personnes qui disent, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une séance de psy? Ah oui, ça ressemble. Je ne pourrais pas vous dire que ça, on n'est pas à cousin Germain. Hein. Donc en fait, c'est ça. Évidemment. Donc c'est une séance c'est comme une séance de psy. C'est une séance de psychothérapie. Oui, bien sûr. Peut-être plus en profondeur. On descend dans le psychocorporel. Voilà. C'est pas forcément à toutes les séances, par contre. Moi, ça dépend vraiment de la personne. Puis même si des fois la personne a envie d'y descendre, si son inconscient n'est pas prêt, il va nous mettre des résistances et elle ne verra pas. Elle ne verra rien. Il y en a certains qui vont descendre en 3 séances parce que je le sens, parce que je sens que c'est le moment où on peut y aller. Et puis d'autres, il faut attendre un peu plus. Il n'y a pas de règle là-dessus. Hein. Alors, comment se déroule une séance? Est-ce que c'est comme une séance de psy pour le coup? Donc, ça veut dire que ça reste à l'échange verbal? Oui. Moi, en ce qui me concerne, j'ai vraiment besoin de l'échange. Je leur dis toujours, voilà, on est une équipe. Hein. On avance ensemble, en tête à tête. Je veux vraiment d'ailleurs poser un cadre très important là-dessus parce que, à mon sens, l'accompagnement thérapeutique doit vraiment être justement sur cette équité. C'est très important, à mon sens, parce que justement, parfois, il peut y avoir une forme de hiérarchie qui n'est pas saine. L'accompagné doit se sentir en sécurité et ne pas nous prendre un parent ou autre, et se sentir en sécurité. Si je pose une question, en tout cas, c'est comme ça, moi, je me sens à l'aise dans l'accompagnement, auquel vous ne pouvez pas y répondre, c'est pour me dire, Laetitia, je ne peux pas, c'est pas le moment, j'y arrive pas, ok, pas de problème, on aura tout le temps d'y revenir. Ça, c'est hyper important. C'est comme ça aussi que moi, je prends du plaisir à accompagner les personnes. Sentir qu'elles sont libres d'être elles-mêmes et pas frustrées de quoi que ce soit, du regard ou autre. D'ailleurs, Laetitia, quand on a préparé cette émission, il y a presque dans votre préparation une sorte de charte d'éthique. Mais peut-être. Où vous dites une posture éthique indispensable, le respect du cadre thérapeutique, la déontologie. Mais je trouve que c'est très important. Tout ça, ce sont des cadres qui sont essentiels pour vous. C'est du respect pour l'accompagné, c'est du respect pour l'accompagnant aussi. Je trouve que c'est très, très important. Surtout qu'aujourd'hui, dans le métier, excusez-moi, Marc, c'est pas simple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de thérapeutes. Et il faut trouver les personnes qui vous conviennent, avec lesquelles on peut se sentir en confiance. Donc, je pense qu'au plus on pose un cadre,
au plus c'est sécurisant pour la personne qui va venir aussi dans l'enceinte thérapeutique. Et puis pour nous aussi, parce que si ça ne convient pas, ben, du coup, on ne perdra pas de temps dans un sens, dans l'autre. Donc poser un cadre, ça veut dire quoi? Poser un cadre, c'est déjà un petit peu ce que je suis en train d'expliquer, qu'on va être voilà, dans une équité. C'est-à-dire que moi, sans l'autre, je ne fais rien. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'implication de la personne, s'il n'y a pas sa régularité, son investissement personnel, ben, déjà, on n'avancera pas. Parce que je ne peux pas la sauver. On n'est pas des sauveurs en tant que thérapeute. Hein. Ça, c'est très important de le considérer aussi. On est là pour apprendre à ce que la personne se comprenne. Alors qu'on dit souvent que tous les thérapeutes ont le syndrome du sauveur. Moi, j'essaie de moins l'avoir. Parce que je sais que, au départ, je pense qu'on l'a un peu tous quand on démarre une activité, je pense. Alors attention, il faut que les choses soient bien mises en place. C'est-à-dire que faire du bien aux autres, c'est se faire du bien à soi. Je crois qu'on ne fait pas ce métier-là par hasard. On ne choisit pas une activité d'accompagnement par hasard. Je crois qu'il faut vraiment profondément aimer l'humain. Moi, ma motivation le matin, quand j'arrive au cabinet, c'est de me dire, allez, en sachant que chaque séance sera différente, parce que chaque couleur humaine sera différente, ben, peut-être que tu vas apporter ta petite pierre à l'édifice dans le bien-être de telle et telle personne. Ça, c'est certain. Mais les sauver, c'est un grand mot quand même. J'imagine que vous devez avoir quand même des témoignages de gens qui vous disent « vous m'avez sauvé ». Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Mais ça serait peut-être prétentieux de ne parler que de ça. Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est quand même... Moi, quand on dit « tu m'as redonné », parce que souvent, après, ça dépend. Le vouvoiement, souvent, s'instaure. Et avec les plus jeunes, c'est le tutoiement. Sans pour autant sortir du cadre, hein, parce qu'on ne sort jamais du cadre. Mais quand on me dit « voilà, tu m'as redonné le sourire » ou ben, justement, certains individus dépassent leur peur, franchissent des... Ben, la plus belle récompense, elle est là. Hein. Oui, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Bien sûr. Alors, il y a une question que je voulais vous poser parce que quand on parle notamment de sophroanalyse et ce petit côté psy, est-ce que vous faites partie de ces accompagnants, de ces coachs, de ces psys qui font non, je crois pas. Pendant toute la séance? Non, je crois pas. J'ai connu ça, vous savez. J'imagine. Les séances de psy, vous avez en fait... C'est une technique, ça, hein? Oui, c'est plutôt la psychanalyse, de manière générale. Après, il y a d'autres psychanalystes qui ne rentrent pas là-dedans. Mais vous en avez... Oui. Il n'y a pas de dialogue? Non, alors moi, c'est pas tout comme ça. Moi. Au contraire, c'est pour ça que je pose le cadre. On est une équipe. Hein. Et puis, il y a des interactions. Ils peuvent me couper la parole s'ils ont besoin de me dire quelque chose. Important. Je leur dis, c'est un peu quand vous venez, c'est votre bulle, en fait. C'est un peu votre maison intérieure quand vous venez dans l'espace thérapeutique. Donc, il y a des pensées, des fois, qu'on n'ose pas s'avouer à soi-même. Des pensées qu'on n'ose pas s'avouer. L'enceinte thérapeutique est là pour vous ouvrir à ça aussi. Clairement. Donc, s'il n'y a pas l'alliance thérapeutique, de toute façon, ça n'arrivera pas, quoi qu'il en soit. Comment est-ce que vous arrivez, en tant que thérapeute, à garder cette limite, cette frontière à ne pas franchir quand vous savez quelle est la problématique, mais que cette problématique ne vient pas? Vous savez que c'est ça, bien sûr, que votre client ou votre patient doit arriver à ça, à vous dire ça. Alors, et ça ne vient pas. Tout à l'heure, on a parlé, en fait, c'est vrai qu'on parle de la sophroanalyse, mais entre guillemets, je ne suis pas formée qu'à la sophroanalyse. On peut en parler du reste. Oui, évidemment. voilà. Donc, du coup, c'est vrai que, et puis même moi, c'est plus ludique aussi d'aborder sous d'autres techniques. Alors, ça peut être plus technique avec des exercices de PNL, d'analyse transactionnelle, de coaching. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres méthodes. Je ne sais jamais à l'avance. Je ne prévois et je ne prépare jamais mes séances. Jamais. Donc, comment est-ce que vous en fait, réglez... par rapport à d'autres... Alors, dans l'absolu, c'est vrai qu'en sophroanalyse, quand on descend en immersion, quand je les fais descendre en immersion, on fait quand même des bonds de géants. Vraiment. Sans prétention. Vraiment. Alors après, il y en a d'autres qui sont peut-être plus réticents, qui ont peur. C'est quand même très rare. Hein. Objectivement, c'est quand même très rare. Mais on prend le temps. Il ne faut surtout pas brusquer la personne, quoi qu'il en soit. Hein. Il n'y a pas d'intérêt. Ça serait la meilleure façon de la faire partir en courant. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir, ils savent que ça ne va pas, mais ils ne savent pas pourquoi? Tout à fait. Tout à fait. Donc on n'est pas obligé de venir vous voir en ayant identifié sa problématique. Bien entendu, c'est même la grande majorité, je pense. La grande majorité, je pense même que c'est la grande majorité des individus même qui vont dire « Franchement, aujourd'hui, j'ai tout. J'ai tout pour être heureux ou pour être heureuse. Et je ne pourrais pas, mais je ne comprends pas, ça ne va pas. Ça ne va pas dans ma vie. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en décalage, en fait. Et c'est pour ça que je dis toujours, faire un travail sur soi, c'est un cadeau inestimable. Moi, j'ai 2 grandes filles, je leur dis, elles le savent. Il ne faudrait, dans l'absolu, les jeunes, quand même, sont beaucoup plus enclins à ça. N'attendez pas d'avoir un problème, si vous pouvez, aller faire cette démarche de travail personnel. C'est le cadeau d'une vie, finalement. Et pas avec maman, hein. Ah ben, bien entendu que non. Non. Non, évidemment. Non, ni mes proches. Et donc, elles le font ou pas? Une est plus là-dedans, on va dire. Elle est très là-dedans, ça lui plaît beaucoup. L'autre, je pense qu'elle a intégré très rapidement, la plus jeune, certaines choses, je pense, sans avoir été suivie par sa mère. Mais bon, je pense qu'on a tous besoin, à un moment donné, de... Voilà. Je pense qu'on devrait tous. Mais moi, je suis convaincue. Faire un passage par là. Moi, je suis convaincue. C'est un cadeau. Je pense qu'il y a un cadeau dans une vie. Il y a un investissement à se faire. Vraiment. Du plus profond de moi-même, c'est ce que je pense, c'est de faire un travail sur soi. Vous l'avez pas fait?
Ah, bien sûr que je l'ai fait. Non, mais à l'époque. Ah, quand on était... notre génération, c'était pas trop... moi, je l'ai fait avant de devenir thérapeute, hein, quelques années avant. Hein. D'ailleurs, pour devenir thérapeute, je crois que j'ai commencé... Ah oui, de toute façon, obligatoirement. Alors, dans certaines pratiques et dans certaines écoles, c'est pas forcément dit. Hein. Mais moi, je pense qu'être thérapeute, si on ne peut pas travailler sur soi, c'est limite dangereux. Hein, pour soi-même et pour l'autre. Hein. Parce que si vous avez la même thématique que moi et que je n'ai pas travaillé ma thématique, ça va être compliqué pour vous accompagner. Hein. La sophro-intégrative. Alors, what là, on descend aussi un peu plus dans le psychocorporel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, aller chercher les émotions, les ressentis, les immersions. C'est-à-dire c'est le corps qui parle? Oui, c'est-à-dire que tout est figé dans le corps émotionnellement. Hein. Je veux dire, quand on a une angoisse ou autre, c'est ou dans la gorge, ou dans la poitrine, ou dans le ventre. Ça peut être les mains. C'est d'aller comprendre comment notre corps réagit aussi dans toutes ses facettes. C'est vraiment un travail de fond global. Hein. Et je dis toujours la sophrologie, si on n'est que sur la sophrologie, vraiment. Alors, il y a beaucoup d'enseignants qui s'y intéressent de plus en plus, mais ça devrait être même limite enseigné aux plus jeunes, en fait. Vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comprendre ce qu'on ne nous a pas forcément appris à nous, notre culture occidentale, hein, peut-être qu'ailleurs, en Asie ou autre, c'est plus répandu chez eux, je pense. Voilà. Mais comprendre qu'on ne fonctionne pas qu'avec... on n'est pas un cerveau sur deux pattes. Ce qui est assez... comment est-ce que vous découvrez la sophrologie? Comment la sophrologie rentre dans votre vie? Parce que vous l'avez dit, alors, le panel pour l'accompagnement, oui. Vous auriez pu faire des dizaines et des dizaines d'autres. Et à chaque fois que je reçois un thérapeute ou un praticien, je pose cette question. Qu'est-ce qui m'a amené à devenir dans la sophro? Pourquoi la sophro et pas autre chose? C'est ça. Alors, la première fois où j'ai eu affaire à la sophrologie, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. Et pour moi, justement, la sophrologie, j'avais une amie qui avait été pour perdre du poids. Bref. Et moi, j'y suis allée par curiosité un peu. Petite période de remise en question, comme on peut tout savoir. Et bon, c'est que ça devait se passer comme ça, ce jour-là. Cette première sophrologue qui m'a accompagnée m'a fait asseoir sur une chaise. Je ne m'attendais pas à ça, mais bon, ça se pratique aussi de cette façon-là. Et en fait, il m'est remonté énormément d'émotions que je n'ai pas comprises, en fait, à ce moment-là. Et ce que j'ai compris beaucoup plus tard, c'est que cette personne m'avait accompagnée, mais qu'elle n'avait pas été au bout du chemin. C'est-à-dire, parce qu'en fait, justement, vous voyez, l'intérêt pourquoi j'ai fait de la sophroanalyse derrière, c'est que si je vous accompagne en sophrologie, mais qu'il y a des choses qui remontent dont vous n'aviez pas conscience et dont moi non plus, en tant que thérapeute, je n'ai pas conscience, mais que je ne suis pas en mesure ou formée pour aller chercher ce qui a créé ces émotions, mais vous en faites quoi de ça? Exactement. Et on repart donc avec pendant ça des années, je suis repartie avec une mauvaise image de la sophrologie. Vous voyez ce que je veux dire? En me disant, mais non, moi je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à repartir toute détendue, sereine, et je suis repartie avec un gros truc dont je n'avais pas conscience, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Donc du coup, ça m'est arrivé d'aller voir des psys. 4, parce que là aussi, psychologue, tout ça, c'était... Et puis, j'en ai vu une fois ou deux. Et là aussi, mais non, tout va bien. Tout va bien, oui, mais quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'était la question, tu as remarqué, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, vous avez tout, vous êtes une enfant gâtée. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? On part avec en plus un poids de culpabilité. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, c'est pas du tout, on a besoin de comprendre pourquoi on se sent mal, en fait. Et du coup, de fil en aiguille, il y a eu un parcours de vie qui a fait qu'à un moment donné, c'était le moment où il fallait que je comprenne ce qui se passait en moi, en fait. Je savais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas alignées, je n'étais pas à ma place dans certains domaines. Et la seule réponse, c'était de faire un travail sur soi. Du coup, la première amorce, ça a été une psychothérapie, entre guillemets, classique. Qui a duré combien de temps? Qui a duré à peu près 2 ans. Ah oui. Voilà. Et qui m'a amenée aussi parallèlement à faire cette remise en question, de repartir en fac, de repartir dans cette école. Et voilà. Et vous avez travaillé avec le grand Marcel Ruffo? Je l'ai eu, oui, comme professeur durant mon début sur l'adolescence difficulté. Ah, c'est un personnage extraordinaire. Ouais, c'est un monsieur. Oui, tout à fait, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Et donc, vous avez fait un diplôme universitaire de l'adolescence et ses difficultés. Tout à fait. Parce que les ados, ça reste, ce sont des aujourd'hui, maintenant je ne suis pas du tout, c'est pas ce que je fais le plus, les ados, mais c'est vrai que oui, c'est quand même une population. Il faut quand même connaître le sujet sur l'adolescent. Hein. Et d'abord, il faut se rappeler ce qu'on a été soi-même en adolescence. Dans l'adolescence, je veux dire, on sort de l'enfance, on n'est pas un adulte, on se sent souvent très incompris, on ne comprend pas ce qui se passe dans son corps. Non, il y a beaucoup de thématiques sur l'adolescence qui sont intéressantes à comprendre, je pense. Et donc, la sophro-analyse ou la sophro-intégrative permet, on peut travailler avec des ados? Oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. On devrait d'ailleurs, on devrait tous. Alors, il y en a quand même beaucoup d'ados, beaucoup de parents. D'ailleurs, même il y a des demandeurs, il y a des ados qui sont demandeurs, qui n'attendent pas forcément que ce soit leurs parents qui leur proposent de venir. Et puis après, bien sûr, des parents qui sont très aussi aujourd'hui impliqués dans l'équipe de leurs enfants. J'entends souvent d'ailleurs des ados,
quand ils ont des examens à passer ou quand ils ont des trucs comme ça. Je vais faire. Donne-moi une des séances de sophro. Et puis le côté sophro, ça reste doux. Oui. C'est la casquette douce. Donc du coup, c'est l'image douce. Donc du coup, ça paraît moins médicalisé. D'ailleurs, ça ne l'est pas du tout, pour dire. Mais quand on parle de psy, ça peut paraître beaucoup plus formaté. Donc du coup, le côté sophro. C'est vrai que souvent on me dit je vais chez ma sophro, oui, mais je ne fais pas que de la sophrologie. Mais le côté sophro, ça reste plus enveloppant, je pense. Oui, c'est plus enveloppant. Et alors, il y a ce côté très positif de la sophro, très enveloppant. De toute façon, c'est que de positif. Et puis, il y a le côté peut-être, le revers de la médaille, c'est de dire... ça suffit pas. Ça suffit pas. Tout à fait. C'est pas assez efficace. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que je dis. C'est pour ça que la sophroanalyse, je mets un point d'honneur un peu à dissocier aussi de la sophrologie. Vous comprenez? Mais c'est le mot sophro qui reste. C'est vrai, mais parce que l'école... en soi, était... voilà. Alors, il y a votre parcours de vie, évidemment, il y a toutes ces étapes de votre vie. Et quand on vous demande quel est le déclencheur, qu'est-ce qui a fait que vous parlez de votre maman et qui évoque le fait de partir à la retraite. C'est ça. Et, tout à fait. Et vous faites un blocage là-dessus. Non, mais là, c'est pas possible. Je me suis dit, je pense en fait, ça c'est un parcours de vie, c'est vraiment en lien avec mon histoire de vie personnelle. J'ai une maman extraordinaire, fabuleuse. Et jusqu'à ce que je décide de changer de chemin, on a travaillé ensemble pendant très longtemps. On était on avait des entreprises, on était dans le commerce. Des marques bien connues, de spa et autres. Oui, voilà. Je connais. Voilà. Avec des produits dérivés. C'est ça. J'ai vu les produits. C'est ça. Et je savais déjà depuis quelque temps que que je finirais pas là-dedans, on va dire. Mais le jour où elle décide de prendre sa retraite, pour moi, c'est le signal d'alarme. J'ai pas le choix en fait. C'est un peu comme si je suis au bout du ravin là. Et là, il y a cette décision qui se met. D'ailleurs, c'est elle qui m'a un peu aussi dirigée sur la sophroanalyse, pour tout vous dire. Parce qu'elle savait que c'était sur le côté psycho. Mais c'est elle qui avait trouvé l'école. Et voilà. Et grâce aussi à son soutien. Parce que c'est important, quand on repart à 35 ans en fac et en école, d'avoir un soutien aussi. Non, c'était... c'est ma maman aussi qui m'a donné le déclic, bien sûr. Qui sont les gens qui viennent vous voir et quelles sont les thématiques, les angles d'attaque les plus courants? Alors, aujourd'hui, vraiment, comme je disais tout à l'heure, Marc, avec cette grande population, ce grand pourcentage de population active, il y a vraiment un grand champ de développement personnel. Vraiment. L'idée, c'est d'être bien dans sa vie, de vouloir s'offrir le meilleur, de dépasser, de s'offrir, de changer de métier. Les jeunes, aujourd'hui, font pas forcément. Ça, c'est du post-Covid aussi. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a eu un post-Covid. C'est vrai. Prise de conscience totale. Tout à fait. Changement de vie, vraiment. Et c'est pour ça que je mets aussi le coaching, parce que ça, on devient du coaching par la force des choses, obligatoirement. Coaching de vie. Et après, il y en a d'autres aussi pour des raisons plus personnelles, des histoires de vie, des blocages. Mais il n'y a vraiment pas un profil type, en fait. Il n'y a pas un profil type. Vraiment. Ça peut vraiment convenir. Quand on voit le panel de ce que vous pouvez, l'approche que vous pouvez avoir, on se dit, il vous manque peut-être 2-3 autres outils supplémentaires. Qu'est-ce que vous aimeriez y rajouter dans votre couteau suisse d'action? L'hypnose? Oui, mais l'hypnose et la sophro, dans la réalité, ça se ressemble énormément, en fait. Vraiment. On descend en EMC. Donc, l'état modifié de conscience, on le fait descendre de la même façon en hypnose. Voilà. Donc, vraiment, c'est très commun. Voilà. Après, ça serait avoir une plaque en plus ou un diplôme supplémentaire, mais en termes de pratique, c'est... Voilà, on a un thermos logos. Le thermos logos, c'est le timbre de voix qu'on emploie quand on fait descendre en EMC. Et en hypnose, il est un peu différent de la sophrologie. Voilà, avec un vocabulaire différent, parce qu'on a des axes différents. Mais fondamentalement, les pratiques sont identiques dans les grandes lignes. Et donc, est-ce que la sophrologie se pratique aussi avec de la musique ou pas? Non. Moi, en tout cas, personnellement, non. J'ai déjà entendu de la sophro avec de la musique. Pas du tout. Non. Oui, c'est pour ça que je pense que chaque thérapeute trouve sa couleur aussi, en fait. Oui, sa façon de vraiment, procéder. Je pense, oui. Ce qui doit être aussi très très bien, et vous l'avez dit, il y a certains établissements scolaires qui offrent cette approche. Oui, il y a des sophrologues qui se déplacent dans les écoles ou autres, bien sûr. Bon, moi, c'est pas du tout ce que je fais. Moi, je suis... Pour tout vous dire, les enfants, aujourd'hui, j'en fais plus parce que j'ai plus trop le temps, ni la... Voilà. Donc, je délègue un peu aussi à des sophrologues qui sont très bien aussi. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que l'activité majeure du cabinet, c'est, je vous dis, la population active, le développement personnel et sortir des choses un peu. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance dans sa pratique, on avance aussi. Et du coup, on atteint un autre public, une autre demande. J'ai beaucoup d'expatriés. Justement, depuis le Covid, je faisais déjà un peu de visio. Mais alors là, depuis le Covid, ça a explosé. Et par la force des choses, il y a le présentiel, il y a beaucoup de visio aussi. Pour plein de raisons. Pour le côté confidentialité, pour le côté pratique, bien sûr. Pour le côté... voilà. C'est une grosse demande. La question qu'on peut se poser aussi, c'est quelles sont les limites
de la sophrologie, en tout cas de la sophroanalyse ou de la sophro-intégrative. À quel moment il faut se dire, il faut déléguer. Oui, ou dire, exactement, ou dire peut-être que la psychiatrie tout à fait. ou de la psychologie plus, psychologue est nécessaire. Alors ça, je pense que c'est déjà très important, c'est important de le souligner parce que justement, alors, je parlais plutôt de psychiatrie à la limite. Quand on sent qu'on a quelqu'un qui est vraiment en grande souffrance, quelqu'un qui est en grande souffrance émotionnelle, franchement, l'accompagnement thérapeutique il ne va pas entendre. Il ne va pas entendre, c'est trop douloureux. Donc souvent, ça m'arrive, c'est pas la majorité du temps, mais ça peut m'arriver d'aiguiller vers des médecins, voire des psychiatres. C'est eux qui choisissent, hein, c'est eux qui savent, mais je veux dire, il faut des fois un support peut-être. Un support médicamenteux pour lisser, alléger le côté émotionnel, parce que sans ça, la psychothérapie n'avancera pas. Et en parallèle, je suis absolument convaincue, peut-être que je vais me faire qu'un traitement seul ne suffit pas quand on est en mal-être aussi. Un traitement seul va lisser émotionnellement, va un peu adoucir, il le faut, va faire remonter l'élan de vie. Mais si ensuite on ne va pas chercher les causes ou les fondamentaux, ça n'ira pas non plus. Mais bien entendu, c'est très judicieux, il faut savoir déléguer, c'est très important. Donc ça veut dire que vous êtes convaincu qu'il y a des gens qu'on envoie en psychiatrie qui n'ont rien à y faire. Je pense, parfois. Et qu'on pourrait accompagner d'une autre manière. Bien sûr. Plus souple. Je pense, plus douce. bien sûr. Je pense. Alors ça, évidemment... Mais c'est un autre débat. Et puis alors là, pour le coup, comme on est en médecine douce et qu'il y a toujours un petit peu, parfois, cette dissociation entre la médecine douce et... Mais je pense que ce qui est dommage, justement, aujourd'hui, c'est que ça ne soit pas associé de façon vraiment... on ne devrait pas être en guéguerre, entre guillemets. On ne devrait pas l'être. On ne devrait être que complémentaires, je veux dire, les uns aux autres. Vraiment, je suis complètement convaincue de la chose. Et est-ce que la sophroanalyse, dire que vous êtes sophrologue... Alors, comment on dit? Sophrologue analyste? Moi, oui, sophroanalyste, sophro. Oui, sophroanalyste. En fait, oui, ils me disent un peu... Des fois, ils me disent ma psy. Enfin, je veux dire, franchement, chacun trouve... Sophroanalyste, donc les psys vous voient un peu de... Non, ça dépend. Il y en a certains... Ça m'est arrivé que j'ai des psychiatres ou des médecins qui m'envoient du monde. Mais après, c'est toujours le bouche à oreille, en fait. S'ils ont eu des 2, 3, 4 patients qui ont été suivis ou accompagnés par moi et qui voient les résultats, ils vont... s'autorise à venir. Mais parce que, objectivement, je pense que c'est plutôt de l'ignorance pour certains. Je pense que c'est de l'ignorance pour certains. Ils ne connaissent pas nos métiers. Ils n'ont jamais franchi forcément la porte d'un cabinet de sophrologie ou autre. Alors, je ne dis pas que c'est une généralité, hein, les jeunes médecins ou autres. Voilà. Puis même les anciens, des fois, sont au courant. Mais il y en a certains, c'est plus de l'indifférence ou de la... Oui, de l'ignorance, je pense. Oui. Et ce qu'on ne connaît pas fait peur. Hein. Ou de la chasse gardée. Oui, un peu, beaucoup aussi. Oui, on ne va pas se mentir, on existe, le sait. Hein. Bah, évidemment. Mais chaque corporation a évidemment alors qu'en fait, on devrait tous pouvoir se... Moi, je suis d'ailleurs... et j'ai été éduquée là-dedans par rapport, entre autres, à mon début avec le professeur Marcel Jonfaux, à ce qu'on appelle la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chaque praticien apporte son expertise. C'est grâce à cette pluridisciplinarité qu'on va pouvoir prendre en charge de la meilleure des façons, l'accompagner. Moi, je suis vraiment pour cette école-là, en fait. Pourquoi donner qu'une seule opportunité alors qu'on pourrait être plusieurs à pouvoir accompagner? Je trouve que c'est dommage. C'est dommage de se limiter à ça, mais bon. C'est vrai. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des centres. Bien sûr. Et qui permettent de... Tout à fait. Chacun son expertise, pratiques. Chacun sa personnalité, chacun son énergie. L'un va comprendre quelque chose, l'autre va comprendre autre chose. C'est dommage de se limiter. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, les personnes qui regardent là, qui ont encore un questionnement, qui n'osent pas franchir le cap et qui se disent j'y vais pas, je vais pas. Moi, la seule chose que je leur dirais, c'est tester. Mais exactement, mais qu'est-ce que vous avez à perdre? À part à y gagner quelque chose de nouveau, de rencontrer. Se rencontrer soi-même, c'est vraiment fabuleux. C'est fabuleux. Puis il y a les parts d'ombre aussi qu'il faut aller chercher. Hein. On n'a pas que la lumière. Hein. Mais pour atteindre la lumière, il faut plonger à l'intérieur. Et c'est vraiment ça l'immersion, entre parenthèses. C'est d'abord, je plonge dans le compliqué pour atteindre la lumière. Mais ça se vit, c'est difficile de le transmettre comme ça. Est-ce qu'il y a des angles comme, par exemple, les schémas répétitifs? Bien sûr. Bien sûr. Mais évidemment. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Mais évidemment. C'est pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça en permanence? C'est-à-dire que votre inconscient va vous faire vivre de façon systématique ce qu'on appelle une tendance actualisante, tant que vous n'aurez pas compris la leçon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui veut revivre le même scénario, avec une fin différente. Mais tant que vous n'avez pas compris le début de l'histoire, vous allez reproduire inconsciemment à chaque fois les mêmes scénarios. Alors on va prendre un exemple assez facile, par exemple une histoire d'amour. Pourquoi je ne réussis pas à rester en couple? Pourquoi j'ai des échecs de façon permanente dans mes histoires d'amour? Ou que ce sont tout le temps les mêmes histoires. Exactement, peut-être que je suis inconsciemment attirée toujours par les mêmes profils. Pour répéter les mêmes scénarios. Vous comprenez?
Donc, il faut couper à un moment donné le fil. Et oui. Donc, la sophroanalyse permet ça? Entre autres, bien sûr. Ouais. Et vous avez la possibilité, donc, une fois que vous avez identifié ça, comment vous coupez à ce Alors, en fait, c'est pas moi qui vais couper, c'est la personne. C'est En l'accompagnant, en la faisant descendre au cœur de ses émotions. Ouais. Ça se fera pas comme ça se fera avec du temps. Et voilà. Mais progressivement, au fur et à mesure qu'elle va libérer les émotions du passé, et tout ce qui... quand j'ai les émotions, c'est très vaste, hein, parce que ça serait très long à expliquer, mais il y a les émotions, il y a les énergies, il y a les ressentis, tout ce que nous comprenons, tout ce que nous sommes, en fait. Au fur et à mesure que les choses vont se libérer, ben, cette personne va revenir dans son âge du présent. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple, vous avez par exemple 40 ans et vous avez X parts de vous-même qui ont été confrontées à ces moments de vie. Et parfois, ce n'est pas vos 40 ans qui vont réagir. Parfois, c'est peut-être vos 15 ans, vos 12 ans, vos 20 ans. Et progressivement, on va aller chercher ça. Mais pas pour autant oublier ce que vous avez vécu, mais pour vous alléger de ce poids. Faire un travail sur soi, c'est s'alléger du poids du passé. Pas l'oublier, bien au contraire. Bien au contraire. Est-ce que ça fait partie des pratiques où il est nécessaire ensuite de mettre en place des choses en dehors de la séance? Mais je pense que ça se fait naturellement, finalement. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que oui. Faire un travail des réglages qui... Oui, ça bouge à l'intérieur. Mais ça se met en place, en fait, naturellement. Naturellement. On va enclencher de nouvelles choses, on va voir les choses autrement. Moi, je dis toujours, je suis très mimique, je suis très, mitarienne. C'est comme ça. Mais je leur dis toujours, voilà, vous commencez un travail sur vous, imaginons. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai vécu personnellement. Et je m'autorise à parler un peu de moi, sans raconter mon histoire, évidemment, hein, aux accompagnés. Mais alors, je pense que c'est aussi sécurisant pour la personne qu'on accompagne de se dire que la personne ou le thérapeute a lui-même vécu des choses, parce que c'est d'autant plus aussi percutant que de se dire, on n'est pas un livre ouvert, hein, on n'est pas les choses, on les vit en fait. Hein. Devenir thérapeute, c'est pas forcément que les diplômes ou autres, c'est vivre. C'est de l'expérience de vie d'abord, hein, avant tout. Et je leur dis, voilà, imaginons que vous avez vécu jusqu'à présent à travers vos persiennes, vous voyez la lumière, mais là, vous allez ouvrir les persiennes. Donc, vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Vous allez voir des modes de fonctionnement, vous allez vous comprendre différemment, vous allez voir le monde beaucoup plus grand. C'est pour ça que je dis que c'est un cadeau de faire ce travail sur soi. Je raconte souvent, et je prends souvent cette image-là aussi, j'aime bien les images aussi. Bien sûr. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a ces gens qui achètent des maisons qui sont dans un état épouvantable, des ruines, et il y a un avant-après. Est-ce que vous avez une histoire qui vous a profondément marqué d'un accompagnement que vous avez pu avoir de quelqu'un où il y a eu un avant-après, où il y a vraiment une transformation? Il y en aurait tellement que c'est difficile d'en choisir un. Le premier qui vous vient. Mais là, ce qui me vient, alors ça serait pas forcément. Là, ce qui me viendrait, après, peut-être que j'essaierai de trouver ce qu'on appelle une étude de cas, mais c'est une métaphore que je leur donne, moi, par exemple. Souvent, sur le premier rendez-vous, qui est souvent un peu plus long que les autres, je leur pose le cadre, je leur explique fondamentalement comment ça va se passer, voilà. Ben, l'histoire de la maison, moi, je l'utilise pas comme ça, mais je leur donne l'exemple d'un terrain. Souvent, je leur dis, voilà, imaginons qu'aujourd'hui, je vous offre un terrain, Marc. Magnifique, un terrain pour vous. Comme on aurait chez vous parfois, un très beau terrain vu sur la mer, ensoleillé plat, faites ce que vous voulez. Ben, je prends l'exemple de chez nous, mais ça pourrait être en Lozère, ça pourrait être de partout, en tout cas une belle campagne. Sur ce terrain, vous allez faire ce que vous voulez. Faire construire votre maison, faire un jardin, un potager, vous en faites ce que vous voulez. Il y a juste une nuance, ce terrain, il est partagé de deux façons. C'est-à-dire que la première partie, on a eu le temps de la démaquiser, de la ratisser, de la préparer, de façon à ce qu'elle soit prête à l'emploi. La seconde partie, on ne s'en est pas occupé. Elle a le même potentiel, mais on ne s'est pas occupé. On ne s'en est pas encore occupé. Vous, fondamentalement, spontanément, vous prendriez quelle partie? En sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste laquelle choisirez. Celle qui est déjà travaillée. Moi, je suis comme vous. Hein. Je gagne du temps. Hein. Pourquoi? Parce qu'on gagne du temps. Eh bien, notre psyché, c'est pareil. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Notre psyché, c'est pareil. Comment je peux être bien dans mon équilibre de vie si je suis encombrée par une histoire de vie? Vous comprenez? Ça n'est pas cohérent, en fait. Quand j'ai compris ça, et oui, donc souvent c'est des images comme ça, alors j'en ai plein d'autres peut-être qui me reviendront lors de l'émission, mais je leur donne des métaphores comme ça. Et du coup, ça les aide aussi pour la suite des autres rendez-vous, parce que quand on fait une prise de conscience, ça c'est fabuleux aussi, je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré ou si vous en avez déjà vécu quand vous faisiez un accompagnement ou autre. Une prise de conscience, c'est quoi? Alors ça ne vient pas sur un premier rendez-vous, hein. Ça vient justement quand l'inconscient a commencé à s'ouvrir un petit peu, ça commence à s'infuser, c'est quoi? C'est ça y est, il y a un truc que je comprends, je n'avais jamais compris. Je fais un lien entre quelque chose. Deux trucs, c'est un peu comme un éclair qui arrive. C'est quoi une prise de conscience? Je leur donne l'image, vous avez démaquisé un truc là. Ça y est, vous avez débroussaillé une part de votre terrain. Ça va laisser la place à autre chose. Ça va pouvoir laisser la place à autre chose de positif. Donc, pour en venir à la première question, Marc, oui, par la force des choses, toutes ces petites choses qui vont s'éliminer, qui vont démaquiser le beau terrain, vont laisser la part de choix de vie, de choix des décisions qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion ni la perception de s'autoriser à les vivre. Alors, une histoire. Alors, une histoire.
Déjà, je pourrais dire la mienne, mais bon, c'est difficile parce que déjà, je n'aurais pas changé de vie si je n'ai pas fait ce travail sur moi-même. Déjà de base, exactement. Mais vous avez été soutenue quand même, parce que vous dites que votre maman vous a soutenue. Par mon époux aussi, par mes enfants. Bon, après, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire pour soi-même. Hein. Puis j'avais une force qui me... Après, c'est pas rien quand même. Hein. On part de tout pour aller vers l'inconnu. Hein. Donc il y avait... Ça a été violent, ça a été dur. Alors, le courage, quand on me dit, mon Dieu, tu es courageuse de faire ce que tu fais, je me disais, mais non, je pense que j'ai été courageuse jusqu'à présent, de faire quelque chose dans lequel, même si peut-être que certaines personnes ne le comprendraient pas, vu le contexte, mais je savais que j'étais pas à ma place, en fait. Le courage, je le voyais là, de rester dans quelque chose qui ne me correspondait pas, qui ne me ressemblait pas. Et pourtant, vous faites partie de cette catégorie de gens où on aurait pu dire, vous avez tout. Ah ben oui, bien sûr. Ah oui, j'étais en sécurité. Complètement. J'étais en sécurité financière, j'étais en sécurité personnelle, bien familiale, alors que là, je partais dans l'aventure, dans un domaine que je ne connaissais pas. De chef d'entreprise, tu redescends sur les bancs de la fac, donc tu es vu comme une petite étudiante, même quand tu as plus de 35 ans. Donc, mais ça m'a fait faire un gros travail d'humilité, c'est bien aussi. C'est important, je pense. Mais c'était risqué, mais en tout cas, vous avez écouté votre... Oui, mon instinct, je pense. Je pense que, et je le dis souvent, je pense qu'on a... La vraie confiance en soi, c'est de pouvoir être conscient de son instinct et de l'écouter. Même si des fois, c'est pas pragmatique. Très souvent, d'ailleurs, c'est insignifiant, cette petite voix. Hein. On se dit, mais est-ce que c'est mon instinct qui me parle ou est-ce que c'est mon mental? Et quand c'est l'instinct, en principe, on se trompe pas. Mon ego. Et l'ego, c'est le mental. C'est ça, la difficulté. Voilà. Alors, une histoire. Une histoire. Moi, j'aime bien les histoires. Qu'est-ce que j'aime les histoires. Voilà. Le avant, j'en ai eu. Ouais, souvent au niveau professionnel, quand même. Souvent, c'est au niveau professionnel, hein, des gens qui vont repartir à zéro, ou même des cadres qui ont des gros postes. Qui changent de vie. Ouais. Là, c'est ce qui me viendrait comme ça. Parce qu'après, les dimensions personnelles, ça, c'est plus intime. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, le monde fait que les couples, pour certains, c'est difficile aussi. Des ados qui étaient profondément Des ados, j'en ai eu, renfermés. Oui, des ados. Là, je pense à une en particulier, elle se reconnaîtra, je ne peux pas dire ses prénoms, mais elle vit en Allemagne. Je l'ai accompagnée durant toute son adolescence. Et... c'est issu d'une famille un peu, on va dire, très classique, on va dire, donc formatée pour devenir médecin, ce qui est très bien, hein, avec des études scientifiques, alors que c'était pas son truc du tout. Ouais. Et c'était une artiste, en fait, dans l'âme. Et du coup, justement, elle, je l'accompagnais maintenant, c'est une jeune trentenaire, je l'accompagnais durant son adolescence et elle a mis à jour, doucement, le fait de pouvoir faire passer d'abord un message. D'accord. Avant de faire passer un message à ses parents, d'abord être complètement convaincu de ce qu'on est nous soi-même. Hein. Alors, c'est passé d'abord par des petits tatouages, c'est passé par des teintes de cheveux, c'est passé par un changement d'orientation en première, alors qu'elle était déjà en première S. Ouais. Et de faire toutes des démarches pour qu'elle passe dans une autre filière, en littéraire en l'occurrence. Ouais. Partir en Allemagne, et puis maintenant, elle est maquilleuse professionnelle. Je pense à elle en particulier. Donc, elle a une dimension artistique. Ah ouais, rien à voir avec ce qui était prédisposé au départ. Je pense à elle. Oui, pas du tout. Là, et pourtant, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je lui fais un bisou, elle se reconnaîtra, je pense. Mais ensuite, il y en a tellement eu, c'est prétentieux peut-être, mais depuis maintenant toutes ces années. Après, oui, beaucoup d'artistes quand même. Hein. Ah ouais. Beaucoup d'artistes, ouais. Mais ils ont cette facilité, je pense, à s'ouvrir au niveau des émotions. Moi, j'aurais dit autre chose. C'est vrai? Ils ont cette facilité à s'ouvrir, ou ils ont peut-être senti ce que vous auriez aimé être. Ah, peut-être, je ne sais pas. Vous ressentez ça, Marc? J'aurais pu sortir un petit clo-clo des familles. Mais dis donc, vous savez quoi? Mais alors là, vous venez de dire un truc extraordinaire. Ce que je rêvais de faire quand j'étais petite fille. Une Claudette. Mais dis donc, vous avez lu quelque chose quelque part, vous. Exactement. J'ai ouï dire que vous vouliez être une Claudette. Vrai. Ah, c'était moi quand j'étais petite fille, oui. C'est ça. Ah oui. Alexandra. Ah, tout à fait. Sort de ce corps. Devant le miroir en train de danser. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est peut-être pour ça aussi que, inconsciemment, vous attirez des personnes qui veulent avoir une dimension artistique. Je sais pas. En tout cas, ce que j'ai aussi, pas forcément que la majorité, parce que c'est très difficile, puis il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. J'ai vraiment un très large panel. Mais ce que je constate, c'est que j'ai beaucoup d'hypersensibles. Ouais. Vraiment. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est un mot qui peut-être un peu passé, un peu posé comme ça, et pour beaucoup, un peu un mot à la mode, mais moi, je suis convaincue qu'être hypersensible à différents degrés, hein, moi j'ai eu la chance de ne pas faire partie des hypersensibles qui ont été en difficulté, parce que pour certains c'est très douloureux parfois. C'est une souffrance. Vraiment, parce qu'il y a une incompréhension, enfin voilà. Mais par contre c'est... alors un atout, je pense qu'on l'a tout, on le développe ou pas, mais s'émerveiller d'un paysage, s'émerveiller d'un son,
c'est un cadeau de la vie. La vie en soi, je la vois comme ça, moi. Je veux Après, dire, sur l'hypersensibilité, c'est vrai que ça a été aussi un mot fourre-tout. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'entends même des parents qui, entre guillemets, quand se ça va cachent pas, derrière cette problématique de l'hypersensibilité pour justifier les actes de leurs enfants. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Mais bon, quand je dis ça, c'est plutôt des adultes en fait. Donc du coup, des adultes de notre génération, même un peu plus jeunes, mais qui n'étaient pas encore dans cette génération qui était vraiment imposée, où on savait on posait un mot d'accompagnement, telle elle est hypersensible ou autre. Et quand ils s'avèrent, et pas mal d'hommes d'ailleurs, ben c'est hyper, comment dirais-je, pour eux, c'est une forme de libération, en fait, quand on met à jour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'ils enlevaient une carapace qui était trop lourde à porter, en fait. Et ils s'autorisent à être soi-même aussi. Et pour les hommes, peut-être davantage que pour les femmes. Parce que, de manière générale, une femme va s'autoriser à pleurer. Plus facilement à assumer, peut-être, sa sensibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être moins, en tout cas, caractérisé, oui, mais pour un homme. Alors qu'on est tout autant homme que femme, et un homme doit vivre ses émotions. Mais pour un homme, peut-être que c'est plus tabou. Pour certains. C'est l'ancienne génération. C'est l'ancienne génération, tout à fait. Et de se dire que voilà, je suis hypersensible et c'est pas grave et ça ne fait pas de moi un moins mal qu'un autre homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque un atout, moi je trouve. Mais moi je le revendique. C'est un atout d'être hypersensible. Quand je dis un don, je veux pas que ce soit mal interprété pour ceux qui ne le sont pas. Mais bien sûr que c'est un atout. Moi je le dis haut et fort. Bon, en tout cas, moi, dans mon activité, ça m'aide énormément. Dans votre pratique de sophranalyste et sophrologue intégrative, il y a une dimension de bon sens. J'ai le sentiment que le bon sens, c'est plein de bon sens. Oui, mais ça, c'est des évidences, en fait. Au-delà de la technique et du côté purement parce que je pense... chirurgical, même parfois. C'est plein de bon sens. Mais je pense, en fait, que c'est beaucoup aussi en fonction de ce qu'on est soi-même, en tant que thérapeute. Moi, je suis quelqu'un qui aime comprendre les choses. Quand j'ai... j'ai besoin de comprendre le pourquoi du comment. Donc, je suis quelqu'un de très curieuse. Donc, j'aime aussi expliquer le pourquoi du comment aux personnes que j'accompagne. Et je trouve que de cette façon-là, elles ouvrent encore un peu plus à cette dimension de travail personnel et d'implication. Je veux dire, vous allez faire tel exercice sans leur donner le pourquoi du comment. Je vois pas l'intérêt non plus. Donc, ça veut dire que quand on termine une séance, vous donnez un exercice à faire? Alors, non, pas forcément. Si je les fais descendre en immersion, je vais leur dire pourquoi on va descendre en immersion. Pendant la séance. Est-ce que ça peut leur aider? Alors, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Moi, j'ai ma petite idée. Mais les personnes ne le savent pas. Mais voilà, je leur dis, ça risque d'être un peu remuant émotionnellement. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Si éventuellement ça ne peut pas se passer, ça n'arrive jamais. On va y aller à votre rythme, mais je veux dire, on va aller chercher des choses qui sont refoulées négativement. Et puis, ça vient pas, ça n'est pas grave, c'est des résistances, mais toutes les choses se mettent en place, de toute façon, elles s'imbriquent un peu, comme un puzzle. Voilà, chaque séance, c'est un peu une pièce du puzzle, finalement. On avait choisi ce titre, Considérer l'être dans sa globalité. Oui, oui, je trouve que c'est bien. C'est la base de la sophro? Bon, en tout cas, c'est comme ça que moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois l'accompagnement. Pas forcément que avec la sophranalyse, avec tous les autres outils que je peux avoir. En tout cas, c'est très intéressant et je trouve qu'au travers de ce que vous racontez, parce que j'essaie de me sortir de l'image de la Claudette. D'un seul coup, j'ai fait un blocage. Là, je me suis dit, sors de cette image parce que ça va perturber d'un coup. Non, mais je vous assure, j'entends le Alexandra. Non, mais au-delà de ça. On sent, en tout cas, votre hypersensibilité, on la sent. Ça se sent. Et on sent aussi le côté passionné, passionnant, et le fait qu'on sent que vous ne lâchez rien, quoi. Mais j'adore ce que je fais, moi. Moi, je me sens heureuse aujourd'hui et chanceuse. Chanceuse de faire ce métier. Vraiment. Et je pense que quand on est épanoui dans ce qu'on fait, obligatoirement, on transmet quelque chose à quelqu'un aussi. Bien sûr, et on est bon. Et j'espère. En tout cas, je fais du mieux que je peux, en tout cas. Ça fait combien de temps que vous exercez ça? Depuis 2013. 2013. Ouais. Depuis 2013. Donc, ça fait déjà quelques années. Alors, je rappelle que vous êtes en Corse. Oui. Qu'on peut vous consulter au cabinet, en visio. Ou sur place. En présentiel. Donc, j'ai un cabinet installé sur Ajaccio. Et je fais, c'est vraiment 50-50, aussi beaucoup d'accompagnement en visio pour des expatriés à l'étranger, des étudiants. Enfin, voilà. Vous ne faites pas de groupe? J'ai jamais fait de groupe. Non. Ça ne s'est jamais produit comme ça. C'est vrai. Est-ce que c'est une pratique qui peut se faire alors que vous avez peut-être besoin d'être en Alors aujourd'hui, moi j'aime beaucoup le tête-à-tête, l'individuel. Et maintenant, c'est vrai que je vais commencer à travailler aussi un peu avec des entreprises sous un autre format, avec une autre demande. Mais parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de comprendre aussi, c'est les causes en fait. Donc la sophrologie, ça reste quand même, c'est un outil, mais c'est pas celui que j'utilise le plus, on va dire. Voilà.
J'ai vraiment des personnes... Les personnes qui viennent, c'est vraiment des personnes qui sont dans cette demande de travail quand même de façon très globale et assez profonde, on va dire. Bon. Est-ce que vous faites travailler beaucoup votre intuition? Pratiquement tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Voir une intuition plus? Ouais. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc vous ressentez sans doute des choses? Oui. Ouais. Oui. Tout à fait. Et c'est ça aussi qui me fait me sentir bien, en fait. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Après, je pense que c'est important de se respecter. Donc justement, il y a des journées qui vont être peut-être plus chargées que d'autres, et ça fait partie du jeu, hein. On est d'accord avec la... Voilà. Donc se respecter pour respecter l'autre, c'est savoir aussi mettre des limites, pas faire au-delà d'un certain nombre de séances par jour. Je sais le nombre de séances... Il ne faut pas dépasser. Ouais, voilà. Je pense que c'est du respect aussi qu'on doit accorder à l'autre. Ouais. En tout cas, je pense que vous aurez cerné d'abord la pratique de la sophroanalyse et de la sophro-intégrative, que vous aurez aussi cerné la personnalité de Laetitia, qui nous a fait le plaisir de venir s'installer sur les canapés, qu'elle connaît bien puisqu'elle allait même chez elle, je l'ai dit. Oui. Et aussi de voir de quelle manière vous travaillez, et de quelle manière, quelle est votre approche hein, dans l'accompagnement que vous préconisez. Et je trouve que vous êtes tout à la fois. Vous pouvez devenir, et je ne sais pas s'il le faut d'ailleurs chez une thérapeute, vous pouvez devenir très vite une confidente, une amie. Alors, justement, le cadre thérapeutique, c'est vrai que mais justement, quand on ne sort pas du cadre, on n'en sort pas, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais évidemment que l'alliance thérapeutique, et moi je le dis, je le revendique, quand il y a un affect thérapeutique, c'est difficile dans l'accompagnement thérapeutique de ne pas avoir d'affect. Mais quand on pose son cadre, on sait qu'on va avoir cet affect thérapeutique, mais qu'on ne sortira pas du cadre. C'est-à-dire qu'on ne fera pas d'autre chose. Pas aller boire un coup. C'est ça. Non. À mon sens, c'est ça l'éthique. Ouais, mais ça. Après, voilà, je respecte ceux qui ont un autre cadre. Hein. Mais justement parce que si les personnes me voient sous un autre cadre, ça va casser quand même le... Vous voyez ? Maintenant, ce côté confidentiel, il est absolu, évidemment. Moi, je leur dis toujours, allez, on est en séance, c'est un mixte de confessionnal, de philosophie, de spiritualité, parce que faire un travail sur soi, obligatoirement d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour ça que j'adore votre émission, Marc, et je le dis sincèrement, parce que ça touche à tous ces domaines. On ne peut pas travailler que dans une dimension. Faire un travail de globalité sur son être, obligatoirement, à un moment donné, ça va nous ouvrir, ça va nous éveiller à de la philosophie, à de la spiritualité. Chacun la sienne, hein. On est d'accord, c'est pas une question de religion, c'est une question d'éveil à ce qui nous entoure, à ce qui fait partie de nous. Ça va dans ce sens-là, obligatoirement. Donc c'est passionnant. Parce que ça change quand même la perception de notre vie. Exactement. Et merci en tout cas de ce que vous préconisez de votre accompagnement. Merci beaucoup Laetitia. Merci. Je sais que vous allez commenter, vous allez partager. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Laetitia, en présentiel ou en visio, vous l'aurez compris. Un petit mot de la fin? Merci. Très bon moment. Très Je n'ai pas vu passer le temps passer. C'est vrai, on a fait une petite heure et tout va bien. Je n'ai pas vu passer le temps passer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon retour sur l'île de beauté. Vous avez tellement de chance. Merci à tous. Vous commentez, vous partagez et vous nous dites avec bienveillance, comme toujours, ce que vous avez pensé de cette émission. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.